En 1829, dans les collines rocailleuses de Provence, un hospice pour indigents cachait le secret le plus monstrueux de la Restauration française. Une famille entière qui transformait la charité chrétienne en abattoir humain. Avant de plonger dans cette histoire glaçante, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces secrets oubliés de l'histoire. L'hospice Saint-Jérôme se dressait à flanc de colline, à quelques lieues au nord d'Aix-en-Provence, sur la route poussiéreuse qui menait vers les Alpes. Construit au XVIe siècle par une pieuse confrérie de marchands marseillais, il servait de refuge aux voyageurs indigents, aux malades sans famille et aux vieillards abandonnés par leurs proches. En cette année 1829, la France de Charles X vivait ses derniers soubresauts d'Ancien Régime. Les ordonnances religieuses retrouvaient leur influence d'antan. Les congrégations charitables renaissaient de leurs cendres révolutionnaires. Et l'Église catholique reprenait son emprise sur les œuvres de bienfaisance. Dans ce contexte de retour aux valeurs traditionnelles, l'hospice Saint-Jérôme jouissait d'une réputation irréprochable. La bâtisse, construite en pierre calcaire blonde typique de la région, s'étendait sur 3 corps de logis disposés en fer à cheval autour d'une cour centrale. Une chapelle gothique tardive dominait l'ensemble, son clocher pointu perçant le ciel provençal de sa silhouette austère. Les fenêtres, étroites et munies de barreaux forgés, donnaient au lieu un aspect à mi-chemin entre le monastère et la prison. Depuis 15 ans, l'établissement était dirigé par la famille Morel. Henri Morel, 53 ans, ancien chirurgien militaire reconverti dans l'administration hospitalière après Waterloo, sa femme Marguerite, 48 ans, fille d'un apothicaire aixois réputé pour ses connaissances en herboristerie, et leurs 3 enfants, Édouard, 26 ans, formé à la médecine à Montpellier, Célestine, 24 ans, responsable de l'intendance, et le cadet, Augustin, 22 ans, chargé de l'entretien et de la surveillance nocturne. Cette famille bourgeoise, respectée dans tout le canton, incarnait la charité chrétienne restaurée. Henri Morel siégeait au conseil municipal de la commune voisine, Marguerite dirigeait les dames patronnesses locales, Édouard soignait gratuitement les pauvres des villages environnants. Leur dévotion semblait exemplaire, leur réputation sans tache. L'hospice accueillait en permanence une trentaine de pensionnaires. Vieillards kakoshim, voyageurs malades, femmes en couches abandonnées, orphelins débiles d'esprit, tous ces déshérités que la société d'alors préférait cacher derrière des murs épais. Le règlement intérieur, affiché dans le réfectoire commun, prônait la discipline, le travail et la prière. Les pensionnaires devaient assister à la messe quotidienne, participer aux tâches ménagères selon leurs capacités et observer un silence strict après le couvre-feu. Les revenus de l'hospice provenaient de 3 sources. Les dons des familles pieuses de la région, les legs testamentaires de riches bourgeois soucieux de leur salut éternel et les subsides versés par les communes qui y plaçaient leurs indigents. Un système comptable rigoureux, tenu par Célestine Morel, consignait chaque entrée et chaque dépense dans de gros registres reliés de cuir noir. Pourtant, malgré cette façade irréprochable, d'étranges rumeurs commençaient à circuler dans les villages alentours. Les paysans chuchotaient que les pensionnaires de Saint-Jérôme mouraient bien souvent, et toujours de nuit. Les familles qui y avaient placé un parent âgé recevaient parfois des nouvelles troublantes. Leurs proches avaient succombé à une crise cardiaque soudaine, à une pneumonie foudroyante, à un accident domestique inexplicable. Tout bascula un matin de février 1829, quand Pierre Fouque, un colporteur de Saint-Maximin, vint réclamer des nouvelles de son oncle Barthélemy, placé à l'hospice 6 mois plus tôt. Barthélemy Fouque, 72 ans, ancien tonnelier enrichi dans le commerce du vin, avait été confié aux soins des Morel par sa famille, lassé de ses caprices séniles et de ses colères. Robuste malgré son âge, il jouissait encore de toutes ses facultés mentales et possédait une petite fortune en louis d'or qu'il gardait toujours sur lui dans une bourse de cuir cousue à sa ceinture.
Henri Morel reçut Pierre Fouque dans son bureau, une pièce austère tapissée de livres de médecine et ornée d'un crucifix en ivoire. D'une voix empreinte de gravité chrétienne, il annonça aux visiteurs que son oncle avait rendu l'âme 3 semaines plus tôt, emporté par une congestion pulmonaire. « Nous avons tout tenté pour le sauver », expliqua Morel en joignant les mains. « Mon fils Édouard l'a veillé jour et nuit. Hélas, la volonté divine en a décidé autrement. Nous l'avons enseveli dans le petit cimetière de l'hospice, avec tous les honneurs dus à son rang. » Pierre Fouque, homme simple mais poinceau, demanda à voir la dépouille de son oncle. Morel secoua la tête avec affliction. « Mon pauvre ami, cela fait déjà 15 jours. Dans cette saison, vous comprenez. L'Église recommande d'ailleurs de ne point troubler le repos des morts. » Le colporteur insista pour visiter au moins la tombe. Morel acquiesça avec réticence et le conduisit vers le petit cimetière attenant à la chapelle. Là, parmi une vingtaine de sépultures marquées de croix de bois grossières, il désigna un monticule de terre fraîche surmonté d'une simple planchette portant le nom B. Fouque gravé au couteau. Mais Pierre Fouque remarqua aussitôt une anomalie troublante. La tombe était bien trop petite pour contenir le corps d'un homme de la corpulence de son oncle. Barthélemy, de son vivant, mesurait près de 6 pieds et affichait un embonpoint considérable. Or, cette fosse n'aurait pas contenu un adolescent. Quand il fit part de ses doutes à Morel, celui-ci se rembrunirent et invoqua les mystères de la décomposition, les pratiques d'inhumation particulières aux établissements religieux, la nécessité de ménager l'espace dans un cimetière aussi exigu. Ces explications, empreintes d'un verbiage médical et théologique, ne convainquirent nullement Pierre Fouque. Le colporteur demanda alors à récupérer les effets personnels de son oncle, notamment cette fameuse bourse qui ne le quittait jamais. Henri Morel eut un geste d'impuissance. « Hélas, votre oncle n'avait rien de valeur sur lui quand il nous a quittés. Nous conservons seulement quelques hardes usées que nous distribuons traditionnellement aux plus démunis. » Cette réponse acheva d'alerter Pierre Fouque. Il connaissait son oncle depuis l'enfance. Jamais, au grand jamais, Barthélemy ne se serait séparé de sa bourse, même sur son lit de mort. Le vieil homme s'endormait en la serrant contre sa poitrine et se réveillait en vérifiant qu'elle était toujours là. Le colporteur quitta l'hospice avec un sentiment croissant de malaise. Quelque chose clochait dans cette histoire, quelque chose de profondément malsain qui empestait la mort et la cupidité. Mais comment accuser une famille si respectée, si pieuse, si bien introduite dans la société locale? Pierre Fouque ne put chasser de son esprit les circonstances étranges de la mort de son oncle. De retour dans son village, il entreprit de mener sa propre enquête, discrètement, en interrogeant d'autres familles qui avaient placé des proches à l'hospice Saint-Jérôme. Ces découvertes le glacèrent d'épouvante. Madame Escoffier, veuve d'un marchand de soie de Manosque, avait confié sa mère à l'hospice 2 ans plus tôt. La vieille dame, âgée de 75 ans mais encore alerte, possédait quelques bijoux de famille et une rente modeste mais suffisante pour assurer ses vieux jours. 3 mois après son admission, elle était morte d'une attaque d'apoplexie, selon les dires d'Henri Morel. Quand Madame Escoffier était venue réclamer les bijoux maternels, on lui avait expliqué que sa mère les avait vendus de son vivant pour payer des médicaments coûteux. Le cas de Jean-Baptiste Reynaud était plus troublant encore. Ce paysan de Pertuis avait placé son père, ancien forgeron de 68 ans, à l'hospice après que celui-ci eût été blessé dans un accident de charrette. Le vieil homme, diminué physiquement mais parfaitement lucide, avait emporté avec lui ses économies, 500 francs en pièces d'argent, fruit de 40 années de labeur. 2 mois plus tard, il décédait d'une gangrène soudaine qui avait nécessité des traitements onéreux absorbant toutes ses économies. Plus Pierre Fouque enquêtait, plus le schéma se précisait avec une régularité sinistre. Les pensionnaires les plus fortunés mouraient invariablement dans les premiers mois de leur séjour, emportés par des maladies foudroyantes, des accidents inexpliqués, des complications soudaines. Et leurs biens disparaissaient systématiquement, engloutis dans de prétendus frais médicaux ou de mystérieux legs pieux. Mais le plus glaçant restait à découvrir.
En recoupant les témoignages, Pierre Fouque s'aperçut que ces morts suspectes survenaient toujours la nuit, entre minuit et l'aube, quand seul Augustin Morel, le cadet de la famille, assurait la surveillance de l'établissement. Les pensionnaires survivants, interrogés avec prudence, évoquaient des bruits étranges dans les couloirs, des gémissements étouffés, des pas feutrés qui se dirigeaient vers les chambres des malades les plus isolés. Une ancienne domestique de l'hospice, congédiée l'année précédente pour ivrognerie, accepta de parler contre quelques pièces. Marie-Jeanne Bérard, 52 ans, avait travaillé 3 ans à Saint-Jérôme avant d'être renvoyée pour avoir surpris, selon elle, des choses qu'il valait mieux ne point voir. La famille Morel, chuchota-t-elle dans l'arrière-salle de l'auberge du Lion d'Or, c'étaient point des gens normaux. Ils avaient des manières étranges, des conciliabules secrets. Et puis, il y avait cette odeur. Quelle odeur? Pierre Fouque la pressa de questions. Une odeur de pharmacie, de drogue et de mort. Ça venait du laboratoire de Madame Marguerite, au sous-sol. Elle y passait des heures à triturer ses herbes et ses poudres. Elle disait que c'était pour soigner les malades, mais moi j'ai toujours pensé que... Marie-Jeanne ne termina pas sa phrase, mais son regard en disait long sur ses soupçons. Armé de ces révélations troublantes, Pierre Fouque décida de franchir un pas supplémentaire dans son enquête clandestine. Il lui fallait des preuves tangibles, des documents, des témoignages irréfutables. Car accuser la famille Morel, sans fondement solide, revenait à s'attirer les foudres de toute la notabilité locale. Il commença par consulter les registres paroissiaux des villages environnants, sous prétexte de recherches généalogiques. Les archives lui révélèrent une statistique effarante. Le taux de mortalité à l'hospice Saint-Jérôme était 3 fois supérieur à celui des établissements similaires de la région. Plus troublant encore, cette surmortalité ne concernait que les pensionnaires fortunés ou possédant des biens de valeur. Les indigents véritables, ceux qui arrivaient sans le sou et sans famille, vivaient des années à l'hospice. Certains y étaient morts de vieillesse après 10 ou 15 ans de séjour. En revanche, les pensionnaires aisés disparaissaient avec une régularité mathématique, emportés par des maladies aussi soudaines que variées. Pierre Fouque entreprit alors une démarche plus audacieuse. Profitant d'un jour de marché à Aix-en-Provence, il se rendit chez Maître Jourdain, notaire réputé, et l'interrogea sur les pratiques successorales de l'hospice Saint-Jérôme. Le clerc, homme circonspect mais sensible à l'appât du gain, accepta de consulter ses dossiers contre une généreuse gratification. Les révélations du notaire dépassèrent les pires soupçons de Pierre Fouque. Au cours des 5 dernières années, pas moins de 18 pensionnaires de l'hospice avaient légué leurs biens à l'établissement par testament holographe, rédigé peu avant leur mort. Ces testaments, tous rédigés de la même écriture soignée et dans les mêmes termes juridiques, attribuaient l'intégralité des patrimoines à l'œuvre pie de Saint-Jérôme pour le salut des âmes et la gloire de Dieu. Or, plusieurs de ces défunts étaient réputés illettrés de leur vivant. Comment expliquer qu'ils aient pu rédiger des documents d'une telle sophistication juridique? Et pourquoi tous ces testaments présentaient-ils la même calligraphie, la même syntaxe, les mêmes formules consacrées? Maître Jourdain, piqué par la curiosité, accepta d'approfondir ses recherches. Il découvrit que tous ces testaments avaient été authentifiés par le même témoin, Célestine Morel, la fille de la famille, qui attestait de la lucidité des testateurs et de la validité de leur signature. Une procédure parfaitement légale, mais qui concentrait un pouvoir considérable entre les mains d'une seule personne. Plus troublante encore, le notaire mit au jour une anomalie dans la comptabilité de l'hospice. Les sommes léguées par testament représentaient des montants considérables, près de 15 000 francs au total sur 5 ans. Or, les comptes de l'établissement, soumis chaque année à l'inspection du sous-préfet, ne mentionnaient que des revenus modestes et des dépenses correspondantes. Où était donc passé cet argent? Fort de ces éléments accablants, Pierre Fouque décida de porter l'affaire devant les autorités compétentes. Mais il se heurta aussitôt à un mur d'indifférence et de scepticisme. Le commissaire de police d'Aix-en-Provence, M. Ferrand, écouta ces accusations d'un air dubitatif. « Mon brave homme,
lui dit-il en tapotant sa tabatière d'un geste agacé, vous m'apportez des soupçons, des coïncidences, des ragots de village. Mais des preuves, où sont vos preuves? La famille Morel jouit d'une réputation irréprochable dans toute la région. Henri Morel a servi la France avec honneur sous l'Empire. Sa femme est une sainte femme, réputée pour sa charité. Leurs enfants sont des modèles de dévotion chrétienne. Et vous venez m'accuser ces braves gens d'assassinat et de vol? Sur la foi de quoi? D'une tombe qui vous paraît trop petite? D'argent prétendument disparu? Allons donc. Le commissaire Ferrand avait ses raisons de défendre la famille Morel. Henri Morel était un ami personnel du sous-préfet. Il siégeait aux côtés du maire dans plusieurs conseils d'administration. Sa femme organisait les œuvres de bienfaisance auxquelles participaient les épouses de tous les notables locaux. Accuser les Morel revenait à s'attaquer à tout l'establishment bourgeois de la région. Si cette histoire vous glace le sang, mettez un pouce vers le haut et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé dans cet hospice maudit. Vos intuitions nous aident à mieux comprendre ces mystères du passé. Déçu par l'accueil des autorités civiles, Pierre Fouque se tourna vers l'église. Il demanda audience à Monseigneur de Belsunce, évêque d'Aix-en-Provence, espérant que l'autorité religieuse prendrait au sérieux ses accusations contre un établissement prétendument charitable. L'évêque, homme âgé mais encore vigoureux, reçut le colporteur dans son palais épiscopal. Il écouta attentivement son récit, posa quelques questions pertinentes, puis demeura silencieux un long moment. Les mains croisées sur son ventre rebondit. « Mon fils, dit-il enfin d'une voix grave, vos accusations sont d'une extrême gravité. Si elles s'avéraient fondées, nous serions confrontés à un scandale sans précédent qui éclaboussait toute l'Église de France en ces temps difficiles de restauration. Mais précisément parce qu'elles sont graves, elles exigent des preuves irréfutables. » Monseigneur de Belsunce promit de diligenter discrètement une enquête canonique. Il dépêcherait à l'hospice Saint-Jérôme l'abbé Jouffroy, son vicaire général, sous prétexte d'une visite pastorale de routine. Cet homme de confiance aurait pour mission d'observer, d'écouter, de relever tout indice susceptible de confirmer ou d'infirmer les soupçons de Pierre Fouque. En attendant les résultats de cette investigation secrète, l'évêque exigea du colporteur un silence absolu sur cette affaire. « La prudence, mon fils, est mère de sûreté. Si vos soupçons sont fondés, il ne faut point alerter les coupables. S'ils sont erronés, il ne faut point ternir la réputation d'honnêtes gens. » Pierre Fouque promit de garder le secret, mais l'attente lui pesa cruellement. Chaque nuit, il se réveillait en pensant aux malheureux qui croupissaient peut-être dans l'hospice maudit, ignorant le sort qui les attendait. Combien d'innocents allaient encore périr avant que la vérité éclate au grand jour. Son angoisse redoubla quand il apprit par un hasard malheureux qu'un nouveau pensionnaire venait d'être admis à Saint-Jérôme. Honoré Siméon, un ancien marchand de grains de Salon de Provence, veuf et sans enfant, qui avait amassé une petite fortune dans le négoce des blés. Siméon, âgé de 63 ans, souffrait d'une paralysie partielle qui l'empêchait de vivre seul, mais conservait toute sa lucidité mentale, et surtout ses économies. Près de 2000 francs en or et en argent, selon les dires de son ancien domestique. Pierre Fouque comprit aussitôt que le malheureux Siméon venait de signer son arrêt de mort en franchissant les portes de l'hospice. Il fallait agir, et vite, avant que la famille Morel ne mette en œuvre son plan diabolique. Mais comment? Les autorités civiles restaient sourdes à ses appels. L'enquête ecclésiastique piétinait, et lui-même n'était qu'un simple colporteur sans influence ni fortune. Face à lui se dressait une famille puissante, respectée, protégée par tout un réseau de complicité bourgeoise et religieuse. L'abbé Jouffroy était un homme méticuleux et observateur, rompu aux subtilités de la nature humaine par 30 ans de ministère pastoral. Sa visite à l'hospice Saint-Jérôme, officiellement motivée par une inspection canonique de routine, lui permit de déceler rapidement les anomalies que Pierre Fouque avait pressenties. Dès son arrivée, le vicaire général remarqua l'atmosphère oppressante qui régnait dans l'établissement.
Les pensionnaires, d'ordinaire bavards et curieux face aux visiteurs de marque, se montraient étrangement silencieux et craintifs. Leurs regards fuyaient ceux du prêtre, comme s'ils redoutaient de révéler des secrets inavouables. La famille Morel déploya tous ses charmes pour séduire l'envoyé de l'évêque. Henri Morel multiplia les références érudites à la théologie morale et à la médecine, étalant sa culture et sa piété avec une ostentation qui éveilla immédiatement les soupçons du prêtre expérimenté. Marguerite Morel organisa un goûter somptueux dans le petit salon de réception, servant des pâtisseries raffinées et du vin de Châteauneuf-du-Pape dans de la vaisselle d'argent qui semblait bien précieuse pour un simple hospice de charité. Les enfants Morel rivalisèrent de déférence et de componction religieuse, récitant des versets latins avec une perfection qui sonnait faux, tant elle paraissait apprise par cœur. Mais l'abbé Jouffroy avait l'œil exercé des confesseurs habitués à débusquer les mensonges sous les apparences les plus pieuses. Il nota que les appartements privés de la famille contrastaient singulièrement avec l'austérité spartiate des dortoirs réservés aux pensionnaires. Des tapisseries flamandes ornaient les murs du salon, représentant des scènes de chasse seigneuriale aux couleurs encore vives. Des meubles en marqueterie de boules témoignaient d'un goût raffiné et d'un train de vie largement supérieur aux revenus officiels de l'hospice. Une bibliothèque garnie d'ouvrages rares côtoyait un secrétaire en bois de rose incrusté de nacre. D'où venait cet argent pour acheter de telles merveilles? Plus troublant encore, le prêtre constata que plusieurs pensionnaires présentaient des symptômes inquiétants qui n'avaient rien à voir avec les maux ordinaires de la vieillesse. Pâleur cireuse qui donnait à leur peau la couleur de la cire d'église, tremblements convulsifs des mains et des lèvres, regard vitreux comme celui des mourants, élocution pâteuse qui rendait leurs paroles quasiment incompréhensibles, démarches vacillantes qui les obligeaient à s'appuyer au mur. Tous ces symptômes évoquaient irrésistiblement un empoisonnement chronique aux métaux lourds ou aux alcaloïdes végétaux. Quand il s'inquiéta de leur état auprès d'Édouard Morel, celui-ci invoqua diverses pathologies liées à l'âge avancé et aux privations antérieures de ces malheureux. « Nous faisons de notre mieux, mon père, mais ces pauvres âmes arrivent souvent dans un état déplorable. Les années de misère, la malnutrition, l'absence de soins laissent des traces indélébiles. Nous ne sommes pas des thaumaturges, hélas, juste de modestes serviteurs de la charité chrétienne. » L'explication pouvait sembler plausible à un observateur non averti, mais l'abbé Jouffroy avait visité des dizaines d'hospices au cours de sa longue carrière ecclésiastique. Jamais il n'avait observé une telle proportion de malades présentant exactement les mêmes symptômes étranges, comme s'ils subissaient tous le même traitement délétère administré avec une régularité implacable. Sa méfiance se mua en certitude quand il surprit une conversation entre Célestine et Augustin Morel dans l'escalier de pierre qui menait au sous-sol voûté de l'hospice. Les deux jeunes gens chuchotaient en latin ecclésiastique, pensant que leur dialecte savant les protégerait des oreilles indiscrètes. Mais l'abbé Jouffroy maîtrisait parfaitement la langue de Cicéron et de Saint-Augustin, qu'il enseignait depuis des décennies au séminaire diocésain. « Pater suspicatur de nostris rebus » murmurait Célestine d'une voix anxieuse. « Cavandum et in quid intelligat » Le père soupçonne nos affaires. Il faut prendre garde qu'il ne comprenne quoi que ce soit. « Quando pro Simeone agendum » répondait Augustin en jetant des regards inquiets vers l'escalier. « Quand faut-il agir pour Siméon ? Cranoct, luna obscura, mater iam paravi pharmacum mortis. » Cette nuit, quand la lune sera obscure, mère a déjà préparé le poison mortel. Et si pater nos deux préhendrit? Et si le père nous surprend? Tunc ipse quoc mori debebit. Alors lui aussi devra mourir. L'abbé Jouffroy sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine, comme si les pierres séculaires de l'hospice exhalaient soudain toute la mort qu'elles avaient abritée. Il venait d'intercepter les préparatifs d'un crime exprimé dans la langue sacrée qu'il servait depuis son ordination. Cette profanation linguistique ajoutait à l'horreur du sacrilège une dimension blasphématoire qui révoltait toute sa foi. Pire encore, il comprenait maintenant qu'il était lui-même en danger mortel.
Sa présence inopinée contrariait les plans de la famille Morel, mais ces monstres n'hésiteraient pas à éliminer un témoin gênant, fût-il représentant de l'Église. Sa qualité de prêtre ne le protégerait pas de créatures capables d'assassiner des dizaines d'innocents avec la régularité d'un métier. Il devait agir immédiatement pour sauver la vie d'Honoré Siméon, mais aussi préserver sa propre existence pour pouvoir témoigner des horreurs qu'il avait découvertes. Mais comment ? Alerter les autorités civiles prendrait des heures, et le temps qu'un commissaire se décide à intervenir sur la foi de simples soupçons, le malheureux Siméon serait déjà mort et son cadavre probablement déjà dissimulé. Confronter directement la famille Morel reviendrait à signer l'arrêt de mort du vieillard et le sien propre, car les coupables n'hésiteraient pas à accélérer leur plan criminel en éliminant tous les témoins gênants. L'abbé Jouffroy prit une décision audacieuse qui engageait sa vie. Prétextant un malaise soudain causé par l'émotion de sa visite pastorale, il demanda à passer la nuit à l'hospice pour se remettre de ses troubles. « Mon cœur me fait souffrir », mentit-il en portant la main à sa poitrine. « À mon âge, ces émotions spirituelles me bouleversent plus que de raison. Pourriez-vous m'accorder l'hospitalité jusqu'à demain matin ?» Henri Morel ne pouvait décemment refuser ce service à un représentant direct de l'évêque, même si cette présence imprévue contrariait manifestement ses projets. Il installa son hôte encombrant dans la chambre d'honneur, une pièce située au premier étage d'où l'on pouvait surveiller les mouvements dans les couloirs et l'escalier principal. Seul dans cette chambre aux murs épais, l'abbé Jouffroy élabora un plan désespéré pour sauver Siméon et démasquer les criminels. Il ne pouvait compter que sur ses propres forces et sur l'aide de la Providence pour affronter une famille entière de meurtriers organisés et déterminés. Vers 11 heures du soir, il souffla sa chandelle et entr'ouvrit discrètement sa porte pour surveiller le couloir plongé dans l'obscurité. Les heures s'égrenèrent avec une lenteur angoissante, ponctuée seulement par le grincement du vent dans les volets mal joints et le ronflement lointain de quelques pensionnaires. Vers minuit et demi, comme il s'y attendait, il entendit des pas feutrés dans l'escalier de pierre. Une silhouette encapuchonnée se glissa dans l'ombre des murailles, portant un plateau d'argent et une chandelle à la flamme vacillante. C'était Marguerite Morel qui se dirigeait vers la chambre d'Honoré Siméon, située à l'extrémité du couloir, dans l'aile la plus isolée de l'hospice. L'abbé Jouffroy attendit quelques minutes interminables, le cœur battant à tout rompre, puis sortit discrètement de sa chambre en prenant soin d'éviter les lames de parquet qui grinçaient. Il longea le couloir à pas de loup, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur les carreaux de terre cuite froide. Il s'approcha de la porte entrebâillée et jeta un coup d'œil par l'entrebâillement. Ce qu'il vit et entendit dépassa ses pires appréhensions et hanta ses nuits jusqu'à sa mort. Marguerite Morel, penchée sur le lit du malheureux Siméon comme une mère attentionnée, lui faisait boire de force une décoction brunâtre à l'odeur âcre et écœurante qui rappelait l'amertume de l'absinthe mélangée à la puanteur des champignons pourris. Le vieillard, à demi conscient et rendu docile par quelques drogues préalables, tentait faiblement de résister en détournant la tête, mais ses forces l'abandonnaient progressivement sous l'effet du poison qui envahissait déjà ses veines. La femme murmurait des paroles rassurantes d'une voix doucereuse qui contrastait atrocement avec ses gestes criminels, comme une berceuse de mort chantée par un ange déchu. « Allons, mon brave homme, buvez ceci, cela vous fera du bien. C'est un remède que je prépare spécialement pour vous, avec les herbes les plus rares de notre jardin. Bientôt, vous ne souffrirez plus, vous n'aurez plus froid, vous n'aurez plus faim. Vous irez rejoindre les anges au paradis, dans la lumière éternelle du Seigneur. Là-haut, il n'y a ni douleur ni larmes, seulement la paix et la félicité sans fin. » L'abbé Jouffroy comprit qu'il assistait à un empoisonnement en bonne et due forme, perpétré avec la froideur d'une exécution et l'hypocrisie d'un sacrement. Marguerite Morel administrait à sa victime une potion mortelle, probablement à base de digitaline extraite des digitales pourpres ou d'essence d'if distillée à partir des baies de l'arbre maudit, qui provoquerait un arrêt cardiaque dans les heures suivantes. Le crime serait maquillé en mort naturelle et les biens du défunt viendraient enrichir les assassins sous couvert de legs pieux.
Mais le plus glaçant était l'expression de la meurtrière pendant qu'elle accomplissait son œuvre de mort. Son visage, habituellement si serein et maternel, rayonnait d'une satisfaction monstrueuse, comme si elle savourait chaque goutte de poison qui coulait dans la gorge de sa victime. Ses yeux brillaient d'une lueur fanatique qui n'avait rien de chrétien, et ses lèvres esquissaient un sourire d'une douceur démoniaque. Le prêtre n'hésita plus. Sa conscience de pasteur et son devoir de chrétien lui commandaient d'intervenir immédiatement, quels que fussent les risques pour sa propre existence. Il poussa violemment la porte, qui alla claquer contre le mur de pierre, et se précipita dans la chambre en brandissant son crucifix pectoral comme une arme sacrée. « Arrêtez, malheureuse. Au nom du Christ et de son Église, au nom de la Vierge Marie et de tous les saints, cessez immédiatement cette abomination. Reculez, servante de Satan, et laissez ce pauvre homme en paix. » Marguerite Morel sursauta violemment et laissa échapper la fiole de ses mains tremblantes. Le récipient de verre se brisa sur le carrelage en répandant son contenu vénéneux qui forma une mare brunâtre d'où s'élevaient des vapeurs nauséabondes. Son visage, habituellement si maîtrisé, se décomposa instantanément en un masque de rage bestiale qui révélait enfin sa véritable nature. Pendant quelques secondes, elle ressemblait à une bête fauve prise au piège, prête à bondir sur celui qui venait de contrecarrer sa chasse. Mais elle recouvra rapidement ses esprits et tenta de sauver les apparences avec l'aplomb d'une comédienne consommée. Son visage reprit son expression habituelle de bonté chrétienne, et sa voix retrouva ses inflexions maternelles pour mentir avec un culot stupéfiant. « Mon père, vous m'effrayez. Que signifie cette irruption brutale ? Je soignais simplement ce pauvre homme qui souffrait d'insomnie terrible depuis plusieurs nuits. C'est une tisane calmante à base de valériane et de tilleul, rien de plus. Vous voyez le mal partout, mon père. Votre âge et vos responsabilités vous troublent l'esprit. Mais il était trop tard pour les faux-semblants. L'abbé Jouffroy avait tout vu, tout entendu, tout compris. Il connaissait maintenant la véritable nature de cette famille de prédateurs qui transformait la charité chrétienne en entreprise criminelle, qui faisait de l'hospice un abattoir déguisé en maison de Dieu. Le tumulte réveilla aussitôt toute la maisonnée endormie. Henri Morel accourut en chemise de nuit, une chandelle à la main et l'épée de ses campagnes militaires au côté, suivi de ses enfants armés de gourdins et de couteaux, et de quelques pensionnaires valides attirés par le vacarme. Tous se figèrent en découvrant la scène. Le prêtre debout au chevet de Siméon, Marguerite Morel agenouillée près des débris de sa fiole maudite, l'odeur pestilentielle du poison répandue dans l'air nocturne comme une exhalaison des enfers. Henri Morel comprit immédiatement que la situation était désespérée, mais il tenta une dernière manœuvre pour sauver sa famille et leur entreprise criminelle. Se drapant dans sa dignité d'ancien militaire et d'administrateur respecté, il prit l'initiative de l'attaque en accusant l'abbé Jouffroy de délire mystique et d'hallucination sénile. « Ce pauvre homme a perdu la raison », affirma-t-il d'un ton péremptoire en désignant le prêtre d'un geste théâtral. L'âge et les responsabilités pastorales l'ont rendu fou. Il voit le mal partout, il soupçonne le démon dans les gestes les plus innocents. Nous soignons les malades avec dévouement depuis 15 ans, nous avons sauvé des centaines de vies, et voilà notre récompense. Un vieillard en délire qui nous accuse des pires crimes. Il se tourna vers les pensionnaires présents, tentant de les rallier à sa cause par un mélange de chantage et de séduction. Mes chers amis, vous qui vivez ici depuis des mois ou des années, vous savez bien que nous vous traitons comme nos propres parents. Nous partageons notre pain avec vous, nous veillons vos malades, nous prions pour vos morts. Est-ce là l'attitude de criminel ? Allez-vous croire les divagations d'un prêtre dérangé plutôt que le témoignage de vos propres yeux ? Mais le poison répandu sur le sol témoignait contre lui avec une éloquence implacable. L'abbé Jouffroy se baissa et ramassa quelques fragments de verre souillés de liquide brunâtre qu'il enveloppa soigneusement dans son mouchoir de batiste. Ces indices matériels, analysés par un apothicaire compétent, fourniraient la preuve irréfutable du crime et de la nature du poison utilisé. « Monsieur Morel, déclara-t-il d'une voix ferme qui résonnait dans la chambre silencieuse,
Vos dénégations ne changeront rien à la vérité. J'ai vu votre épouse empoisonner ce malheureux. J'ai entendu ses paroles. J'ai respiré l'odeur de mort qui s'échappait de sa fiole maudite. Ces débris de verre et ces traces de poison seront analysés par les experts, et ils révéleront la nature exacte de vos crimes. Il se redressa de toute sa taille et promena son regard sur l'assemblée terrorisée. Mais surtout, j'ai surpris la conversation de vos enfants en latin. Ils parlaient de pharmacum mortis, du poison mortel préparé pour Monsieur Siméon. Ils évoquaient même la possibilité de m'assassiner si je découvrais leur secret. Croyez-vous vraiment pouvoir nier l'évidence? Un silence de mort tomba sur la chambre. Les pensionnaires présents, horrifiés par ces révélations, reculèrent instinctivement vers la porte, comme s'ils craignaient d'être contaminés par la proximité des assassins. Quelques-uns se signèrent en murmurant des prières, d'autres fondirent en larmes, en comprenant enfin pourquoi tant de leurs compagnons d'infortune avaient mystérieusement disparu au fil des mois. Henri Morel comprit que la partie était définitivement perdue. Pris en flagrant délit par un témoin aussi irréprochable qu'un vicaire général, confronté à des preuves matérielles et à des témoins oculaires, il ne pouvait plus maintenir ses dénégations. Mais au lieu de capituler, il choisit de révéler toute l'étendue de sa folie criminelle dans une confession blasphématoire qui glaça d'horreur tous les présents. Dans les heures qui suivirent cette confrontation dramatique, l'hospice Saint-Jérôme se transforma en théâtre d'une révélation effroyable qui dépassa tout ce que l'imagination pouvait concevoir. L'abbé Jouffroy, aidé par Pierre Fouque, qui l'avait fait prévenir en urgence par un pensionnaire courageux et bientôt rejoint par le commissaire Ferrand et une brigade de gendarmes, entreprit de fouiller méthodiquement chaque recoin de l'établissement maudit. Leurs découvertes successives composèrent peu à peu le tableau le plus monstrueux de l'histoire criminelle française. Un puzzle d'horreur dont chaque pièce révélait une nouvelle facette de l'abomination. Dans le laboratoire souterrain de Marguerite Morel, dissimulé derrière une fausse cloison dans les caves voûtées de l'hospice, ils découvrirent un véritable arsenal empoisonneur qui témoignait de 15 années de recherche criminelle. Des dizaines de fioles soigneusement étiquetées contenaient tous les poisons connus de la pharmacopée homicide. Digitaline pure extraite des digitales pourpres qui poussaient innocemment dans le jardin de l'hospice, essence d'if distillée à partir des baies rouges de l'arbre centenaire qui ombrageait la cour d'honneur, poudre de colchique récoltée dans les prés environnants au cœur de l'automne, teinture d'aconite napelle cueillie dans les alpages lors d'expéditions botaniques meurtrières. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Marguerite Morel avait perfectionné ses connaissances toxicologiques au fil des années, expérimentant des mélanges de plus en plus subtils pour varier les symptômes et éviter qu'un médecin externe ne s'étonne de la répétition des mêmes causes de décès. Elle possédait de l'arsenic blanc pour simuler les gastrites, de la strychnine pour provoquer des convulsions ressemblant à l'épilepsie, du mercure pour causer des tremblements évoquant la paralysie agitante, de l'opium concentré pour endormir définitivement les victimes récalcitrantes. Chaque poison était accompagné d'une fiche détaillée rédigée de la main même de l'empoisonneuse, indiquant les propriétés mortelles de la substance, son mode d'administration optimal, les symptômes qu'elle provoquait, la durée de l'agonie et même les moyens de maquiller la mort en accident naturel. Un véritable manuel de meurtre méthodique, fruit d'une science criminelle poussée à son paroxysme. Plus glaçant encore, un carnet relié de cuir noir et fermé par un petit cadenas en forme de tête de mort consignait minutieusement tous les crimes de la famille depuis leur arrivée à l'hospice. Tenu par Célestine Morel de son écriture soignée d'ancienne pensionnaire de couvent, ce registre de la mort recensait non pas 43 victimes, comme l'avait d'abord estimé Pierre Fouque, mais 68 assassinats sur 15 années d'activité criminelle. Chaque page de ce livre maudit détaillait un meurtre avec la précision comptable d'un livre de commerce. Nom de la victime, âge, origine géographique, nature et montant des biens possédés, poison utilisé, date et circonstances du décès, réaction de la famille si elle existait, et bien sûr, bénéfice tiré de l'assassinat.
Un véritable catalogue de l'horreur qui transformait l'assassinat en entreprise commerciale aussi méthodique que l'épicerie ou la mercerie. Le carnet révélait surtout l'organisation diabolique de cette famille criminelle où chaque membre avait son rôle précis dans la chaîne de mort. Henri Morel, fort de sa réputation médicale et de ses relations dans la bourgeoisie locale, se chargeait de recruter les victimes parmi les pensionnaires les plus fortunés, repérant avec l'œil exercé du prédateur ceux qui possédaient des économies, des bijoux, des créances ou des biens immobiliers. Il établissait des fiches détaillées sur chaque proie potentielle, notant ses habitudes, ses faiblesses, ses liens familiaux, ses craintes et ses espoirs. Marguerite préparait les poisons dans son laboratoire secret, dosant savamment ses mixtures mortelles pour provoquer des morts apparemment naturelles. Elle tenait un journal scientifique de ses expérimentations, notant l'efficacité de chaque dose, les réactions des victimes, les améliorations possibles pour les fois suivantes. Véritable docteur Jekyll au féminin, elle avait transformé ses connaissances d'herboriste en science du meurtre. Édouard, le fils médecin formé à Montpellier, certifiait les décès et rédigeait de faux certificats médicaux, attribuant la mort à des causes naturelles plausibles. Sa formation universitaire lui permettait d'inventer des pathologies crédibles, de simuler des examens post-mortem, d'expliquer scientifiquement des symptômes en réalité provoqués par l'empoisonnement. Il avait même rédigé de faux rapports d'autopsie pour les cas les plus suspects. Célestine, l'aînée des enfants, se chargeait de la partie administrative et financière du crime. Elle falsifiait les testaments en imitant l'écriture des victimes, gérait la comptabilité criminelle en dissimulant les revenus illicites dans des comptes secrets et s'occupait des relations avec les notaires et les autorités. Son éducation de demoiselle de bonne famille lui avait appris la calligraphie, le droit usuel et la tenue des comptes, compétences qu'elle détournait au service du mal. Augustin, enfin le cadet de la famille, assurait la surveillance nocturne et aidait concrètement sa mère lors des empoisonnements. C'est lui qui immobilisait les victimes récalcitrantes, qui surveillait leur agonie, qui nettoyait les traces du crime. Il s'occupait aussi de faire disparaître les corps trop compromettants et de simuler des sépultures normales dans le petit cimetière de l'hospice. Chaque membre de la famille avait ainsi sa spécialité dans cette macabre division du travail. Les crimes s'étaient perfectionnés au fil des années, devenant de plus en plus subtils et indétectables. La famille Morel avait littéralement industrialisé le meurtre, transformant l'hospice en usine de mort déguisée en maison de charité chrétienne. Mais les révélations les plus atroces étaient encore à venir. En examinant attentivement le petit cimetière de l'hospice sous la direction de l'abbé Jouffroy, les enquêteurs découvrirent que la plupart des tombes étaient factices. Les corps avaient été déterrés peu après l'inhumation officielle, dépecés avec des instruments de chirurgie et leurs restes dispersés dans la nature environnante pour effacer toute trace du crime. Les fosses vides étaient ensuite comblées de pierres et de terre pour donner l'illusion de sépulture normale aux inspecteurs éventuels. Cette profanation systématique des cadavres répondait à une logique implacable qui révélait toute l'étendue de la perversité criminelle. Elle permettait d'abord de récupérer les bijoux, dentiers en or, montres et objets précieux enterrés avec les défunts, selon la tradition catholique. Mais surtout, elle éliminait définitivement toute possibilité d'exhumation judiciaire. En l'absence de corps, aucune analyse toxicologique ne pouvait prouver l'empoisonnement, même si des soupçons venaient à naître. Plus horrible encore, les enquêteurs trouvèrent dans une remise abandonnée des ossements humains soigneusement nettoyés et classés par taille, comme dans un laboratoire d'anatomie. Henri Morel, ancien chirurgien militaire, utilisait ces restes pour ses cours particuliers d'anatomie qu'il donnait aux étudiants en médecine de la région. Il faisait ainsi d'une pierre deux coups. Il effaçait les preuves de ses crimes tout en tirant un profit supplémentaire de ses victimes, même après leur mort. L'enquête révéla aussi que la famille entretenait tout un réseau de complicité qui avait permis au crime de perdurer si longtemps. Plusieurs médecins de la région fermaient délibérément les yeux sur les certificats de décès douteux signés par Édouard Morel, moyennant des gratifications discrètes.
Des notaires authentifiaient sans vérifier des testaments manifestement suspects. Des fossoyeurs acceptaient d'inhumer des cercueils anormalement légers sans poser de questions. Des pharmaciens vendaient des substances toxiques sans s'inquiéter de leur usage. Cette corruption généralisée révélait un aspect encore plus effrayant de l'affaire. La famille Morel n'avait pas agi dans l'isolement, mais au cœur d'un système où l'appât du gain et la lâcheté avaient permis au mal de prospérer pendant 15 années. Une partie de la société provençale s'était rendue complice, par action ou par omission, de cette entreprise d'extermination méthodique. L'arrestation de la famille Morel provoqua un tsunami dans toute la région. Comment une famille si respectable, si pieuse, si bien intégrée dans la société bourgeoise, avait-elle pu perpétrer de tels crimes pendant 15 années sans éveiller le moindre soupçon officiel? La question obsédait les journaux, alimentait les conversations de salon, troublait le sommeil des notables qui s'interrogeaient sur leurs propres aveuglements. L'enquête judiciaire, menée conjointement par le procureur du roi et les autorités ecclésiastiques, mit plusieurs mois à démêler les chevaux complexes de cette criminalité organisée. 68 victimes officiellement identifiées grâce au carnet de Célestine, mais probablement bien davantage si l'on considérait les premiers carnets qui avaient été détruits et les crimes non répertoriés. Un butin total estimé à plus de 80 000 francs. Somme colossale pour l'époque qui équivalait à plusieurs décennies de revenus d'un ouvrier, dissimulés dans diverses cachettes de l'hospice, investis dans des propriétés immobilières sous des noms d'emprunt, placés dans des banques européennes par l'intermédiaire de complices financiers. Le procès, qui se déroula devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône au printemps 1830, passionna l'opinion publique française et européenne. La presse, alors en plein développement, s'empara de l'affaire avec un appétit sensationnaliste qui fit vendre des milliers d'exemplaires supplémentaires. Les journaux parisiens dépêchèrent leurs meilleurs chroniqueurs judiciaires pour couvrir ce fait divers extraordinaire qui dépassait en horreur les romans noirs les plus échevelés. Les gazettes rivalisèrent d'imagination pour baptiser les accusés de surnoms frappants. Les anges noirs de la Provence, la famille vampire de Saint-Jérôme, les empoisonneurs de la charité, les bouchers de l'hospice. Chaque audience donnait lieu à des récits haletants qui se vendaient jusque dans les plus petits villages de France, colportés par les marchands ambulants comme des histoires de revenants. La stratégie de défense de chaque membre de la famille révéla encore d'autres aspects de leur perversité. Henri Morel tenta jusqu'au bout de se disculper en rejetant l'entière responsabilité sur sa femme, qu'il prétendait folle et possédée par le démon depuis des années. Selon ses dires, Marguerite aurait agi seule, dans le secret de son laboratoire, poussée par une démence homicide qu'il n'avait jamais soupçonnée. Lui-même n'aurait été qu'un mari abusé, un administrateur consciencieux trompé par l'épouse qu'il chérissait. « Messieurs les jurés », plaida-t-il lors de la dernière audience avec des trémolos dans la voix, « j'ai servi la France, sous les drapeaux. J'ai soigné nos soldats blessés sur les champs de bataille de l'Empire. Comment pourrais-je être devenu un assassin? Ma femme était tout pour moi. Je lui faisais une confiance aveugle. Si elle a commis ces crimes abominables, c'est qu'une puissance maléfique s'était emparée de son âme. Je suis sa première victime, messieurs, plus encore que tous ceux qu'elle a empoisonnés. » Marguerite Morel, elle, adopta une attitude diamétralement opposée qui glaça d'effroi tous les observateurs du procès. Elle garda un silence absolu pendant toute la durée des débats, se contentant de fixer les jurés de ses yeux clairs devenus glacials, sans jamais montrer le moindre signe de remords ou d'émotion. Quand le président de la cour lui demanda si elle reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, elle se contenta de hausser les épaules avec indifférence, comme si on l'interrogeait sur des peccadilles sans importance. Cette froideur minérale, cette absence totale d'humanité impressionnèrent plus les spectateurs que n'auraient pu le faire les dénégations les plus véhémentes. Face à cette femme qui semblait avoir franchi définitivement la frontière séparant le bien du mal, les jurés comprirent qu'ils se trouvaient confrontés à un monstre d'une espèce particulière, qui avait gardé les apparences de la respectabilité bourgeoise tout en perdant son âme. Les enfants.
Morel plaidèrent l'obéissance filiale et la contrainte morale, affirmant avoir agi sous l'emprise tyrannique de leurs parents. Édouard, le fils médecin, se présenta comme un praticien consciencieux abusé par sa famille, qui avait signé des certificats de décès en toute bonne foi sans imaginer les véritables causes de ces morts suspectes. Il prétendait avoir cru aux explications médicales de son père et au diagnostic de sa mère. Célestine joua la carte de la soumission filiale et de l'ignorance féminine, prétendant n'avoir été qu'un instrument docile entre les mains de parents dominateurs. Selon ses dires, elle se contentait d'obéir aux ordres sans comprendre leur véritable nature, tenant la comptabilité de l'hospice sans savoir qu'elle gérait en réalité les profits du crime. Augustin, enfin, invoqua sa jeunesse et sa simplicité d'esprit pour expliquer sa participation aux assassinats. Il affirmait avoir cru aider sa mère à soigner les malades, ignorant que les tisanes qu'elle préparait contenaient des poisons mortels. Mais toutes ces manœuvres de défense se heurtèrent à l'accablement des preuves. Le carnet de Célestine, rédigé de sa propre main, démontrait sa pleine conscience de participer à une entreprise criminelle. Les conversations surprises par l'abbé Jouffroy prouvaient que tous les enfants connaissaient parfaitement la nature des activités familiales. Les témoignages des pensionnaires survivants, traumatisés mais courageux, révélèrent la participation active de chaque membre de la famille aux différents crimes. Plus troublant encore, l'expertise psychiatrique ordonnée par la Cour révéla que les accusés ne présentaient aucun signe de folie ou d'aliénation mentale. Le docteur Esquirol, éminent aliéniste appelé spécialement de Paris, conclut à la parfaite lucidité de tous les membres de la famille Morel. Leurs crimes ne relevaient pas de la démence, mais d'un calcul froid et d'une cupidité sans limite, ce qui les rendait encore plus monstrueux. Ces individus, écrivit-il dans son rapport d'expertise, ont planifié et exécuté leurs crimes avec une rationalité parfaite. Ils ont su maintenir pendant 15 années une façade de respectabilité tout en perpétrant méthodiquement des dizaines d'assassinats. Cette dualité révèle non pas une pathologie mentale, mais une perversité morale d'une rare intensité. Le verdict tombait comme un couperet de guillotine. Henri et Marguerite Morel furent condamnés à mort et exécutés sur la place publique d'Aix-en-Provence par un matin brumeux d'octobre 1830. Une foule considérable, venue de toute la région, assista à cette exécution qui marquait la fin d'un des épisodes les plus sombres de l'histoire criminelle française. Les chroniqueurs rapportèrent que Henri Morel pleura et supplia jusqu'au dernier moment, invoquant ses services rendus à la patrie et demandant grâce pour sa femme qu'il prétendait encore innocente. Marguerite, elle, monta à l'échafaud avec la même froideur qu'elle avait montrée durant tout le procès, regardant la foule sans émotion et refusant les derniers sacrements que lui proposait l'aumônier. Édouard Morel, reconnu coupable de complicité d'assassinat, fut condamné aux travaux forcés à perpétuité et expédié au bagne de Toulon, où il devait mourir 15 ans plus tard, rongé par la fièvre et le désespoir. Célestine et Augustin, bénéficiant de circonstances atténuantes liées à leur jeune âge et à l'emprise familiale, écopèrent de 20 années de réclusion criminelle dans des maisons centrales différentes. L'hospice Saint-Jérôme fut fermé définitivement par décision préfectorale et ses bâtiments vendus aux enchères à un prix dérisoire tant leur réputation était sulfureuse. Un marchand de matériaux de construction les racheta pour les démolir et revendre les pierres. Mais les ouvriers refusèrent de travailler sur ce chantier maudit, contraignant l'acquéreur à abandonner son projet. Les familles des victimes entamèrent de longues procédures pour récupérer les biens dérobés à leurs proches assassinés, mais beaucoup d'héritages avaient été dilapidés ou demeuraient introuvables. La justice ne put indemniser qu'une partie des préjudices subis, laissant de nombreuses familles dans le dénuement après avoir perdu à la fois leurs parents et leur patrimoine. Le petit cimetière de l'hospice fut désacralisé par décision épiscopale et les rares tombes authentiques transférées au cimetière communal de la paroisse voisine. Mais les villageois refusèrent longtemps d'accueillir ces dépouilles souillées par le voisinage des criminels, contraignant les autorités à créer un carré spécial isolé du reste de la nécropole. Pourtant,
Malgré la justice rendue et les coupables châtiés, l'affaire de l'hospice Saint-Jérôme laissa des traces durables dans la mémoire collective provençale qui dépassaient largement les faits établis devant les tribunaux. Les paysans des environs continuèrent longtemps à éviter les ruines de l'établissement maudit, rapportant des phénomènes étranges. Apparitions nocturnes de silhouettes encapuchonnées, gémissements plaintifs qui s'élevaient, des caves effondrées, odeurs de poison qui s'échappaient encore des laboratoires abandonnés. Des légendes macabres se développèrent autour du lieu, transmises de génération en génération comme un folklore de l'horreur. On racontait que les âmes des victimes erraient encore dans les couloirs délabrés, cherchant la paix que leur avait refusée une mort si cruelle. Les bergers évitaient de faire paître leurs troupeaux sur les terres de l'ancien hospice, prétendant que l'herbe y poussait différente, plus sombre, comme nourrie par le sang des innocents. Plus troublant encore pour les autorités, l'enquête avait révélé des indices suggérant que la famille Morel n'avait peut-être pas agi entièrement seule. Plusieurs documents trouvés dans leurs archives faisaient référence à des contacts avec d'autres établissements charitables de la région, des échanges de courriers avec des administrateurs d'hospices voisins, des visites réciproques qui avaient pu servir à diffuser les méthodes criminelles. Une lettre particulièrement inquiétante, trouvée dans les papiers personnels d'Henri Morel, évoquait nos amis de Lyon et nos correspondants de Marseille, qui partagent nos préoccupations administratives et nos méthodes de gestion. Cette terminologie ambiguë laissait entrevoir l'existence possible d'un réseau plus vaste, d'une sorte de confrérie criminelle qui aurait étendu ses ramifications dans plusieurs établissements de bienfaisance. Mais les autorités judiciaires, échaudées par le scandale provençal et soucieuses de préserver l'ordre social, préférèrent ne pas approfondir ces pistes compromettantes. Ouvrir une enquête nationale sur les hospices français aurait risqué de déstabiliser tout le système caritatif du royaume, de ternir la réputation de l'Église et de la bourgeoisie philanthrope, de semer la panique parmi les familles qui avaient placé des proches dans ces établissements. Le procureur général reçut des instructions discrètes mais fermes pour classer ces éléments comme des indices insuffisants, des coïncidences troublantes mais non probantes. L'affaire Morel devait rester un cas isolé, une aberration exceptionnelle qui ne remettait pas en cause l'ensemble du système charitable français. Cette volonté d'étouffement officiel explique pourquoi certains documents de l'enquête disparurent mystérieusement des archives judiciaires, pourquoi plusieurs témoins potentiels renoncèrent soudain à témoigner, pourquoi l'instruction fut close plus rapidement que ne le justifiait la complexité du dossier. La vérité complète sur l'affaire de l'hospice Saint-Jérôme fut sacrifiée sur l'autel de la raison d'État. Pierre Fouque, qui avait déclenché toute cette révélation par son obstination courageuse et sa soif de justice, ne tira aucune gloire ni aucun profit de son action héroïque. Au contraire, marqué profondément par les horreurs qu'il avait découvertes et traumatisé par les menaces voilées qu'il continuait à recevoir de complices non identifiés, il abandonna son métier de colporteur et se retira dans une petite ferme isolée des montagnes de Haute-Provence. Là, dans la solitude des alpages, il tentait d'oublier les images cauchemardesques qui hantaient ses nuits. Le visage de son oncle Barthélemy qu'il n'avait jamais revu vivant, les victimes innombrables de la famille Morel, les secrets plus terribles encore qu'il soupçonnait sans pouvoir les prouver. Il mourut quelques années plus tard d'une pneumonie, emportant avec lui des confidences qu'il n'avait jamais osé révéler, même aux magistrats. Car Pierre Fouque avait découvert, dans ses recherches clandestines, des éléments encore plus effroyables que ceux révélés lors du procès. Il avait la conviction que le réseau criminel s'étendait bien au-delà de la Provence, qu'il touchait des personnalités influentes de la société française, qu'il bénéficiait de protections haut placées qui expliquaient son impunité prolongée. Mais qui aurait cru la parole d'un simple colporteur contre celle de notables respectés? Qui aurait pris le risque de déclencher une enquête susceptible de faire trembler les fondements mêmes de la société bourgeoise et chrétienne? Pierre Fouque emporta ses secrets dans la tombe, laissant l'histoire incomplète et la justice inachevée. L'abbé Jouffroy, lui, fut récompensé de son courage par une promotion rapide dans la hiérarchie ecclésiastique.
Nommé chanoine de la cathédrale d'Aix, puis vicaire général de l'archevêché de Marseille, il termina sa carrière comme évêque auxiliaire de Lyon. Mais jamais il ne parvint à oublier cette nuit d'horreur où il avait surpris Marguerite Morel en train d'empoisonner sa victime. Dans ses mémoires privées, retrouvées après sa mort et conservées dans les archives secrètes de l'archevêché lyonnais, il écrivait « Cette femme n'était plus humaine. Elle avait dans le regard une froideur que je n'ai jamais revue. Même chez les criminels les plus endurcis que j'ai confessés au cours de ma longue carrière. C'était comme si son âme avait été remplacée par un vide abyssal, un néant moral qui faisait frissonner d'épouvante. Aujourd'hui encore, quand on parcourt les collines rocailleuses de Provence et qu'on découvre les ruines envahies de lierre d'un ancien hospice aux murs écroulés, on ne peut s'empêcher de se demander quels secrets terribles dorment encore dans ces pierres disjointes. Les fondations de l'hospice Saint-Jérôme sont toujours visibles, cachées sous la végétation sauvage, et les bergers du pays évitent encore ce lieu maudit où la charité chrétienne masqua la plus abominable des entreprises criminelles. Combien d'autres crimes ont-ils été commis au nom de la bienfaisance dans l'ombre protectrice des institutions respectables? Combien de familles honorables ont-elles dissimulé des secrets plus noirs que la nuit? Combien d'hospices, de couvents, d'orphelinats, de maisons de retraite cachent-ils encore des horreurs que personne n'ose soupçonner? L'histoire de la famille Morel nous rappelle une vérité dérangeante qui traverse tous les siècles et toutes les sociétés. Les monstres les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Ils portent parfois l'habit de la respectabilité, affichent la dévotion et la vertu, se cachent derrière les apparences les plus rassurantes. Ils siègent dans nos conseils municipaux, dirigent nos œuvres de bienfaisance, soignent nos malades, éduquent nos enfants. Et quand leurs crimes éclatent enfin au grand jour, après des années ou des décennies d'impunité, ils révèlent les abîmes insondables de la nature humaine, cette capacité terrifiante à transformer l'amour en haine, la pitié en cruauté, la charité en prédation, la foi en blasphème. Car le mal absolu ne vient jamais frapper à notre porte en se présentant comme tel. Il s'insinue toujours sous les masques les plus séduisants, dans les institutions les plus respectées, chez les personnes les plus insoupçonnables. La famille Morel a existé, d'une certaine manière, dans chaque époque et dans chaque société. Elle continue d'exister aujourd'hui, quelque part, sous d'autres noms et dans d'autres lieux, mais avec la même froideur calculatrice, la même cupidité sans limite, la même capacité à transformer la confiance des innocents en piège mortel. C'est pourquoi cette histoire, vieille de 2 siècles, résonne encore dans nos consciences contemporaines avec une actualité troublante. Elle nous rappelle que la vigilance est le prix de la sécurité, que la méfiance peut parfois sauver des vies, que les apparences sont souvent trompeuses et que les institutions les plus respectables peuvent abriter les crimes les plus atroces. Dans un monde où nous confions nos parents âgés à des maisons de retraite, nos enfants à des établissements scolaires, nos malades à des hôpitaux, cette histoire nous invite à une réflexion salutaire. Savons-nous vraiment à qui nous faisons confiance? Les êtres qui nous paraissent les plus dignes de foi ne cachent-ils pas parfois des secrets inavouables? Et surtout, aurions-nous le courage de Pierre Fouque et de l'abbé Jouffroy si nous découvrions l'impensable? Car, au-delà du fait divers criminel, l'affaire de l'hospice Saint-Jérôme pose une question morale universelle. Jusqu'où peut aller l'être humain dans le mal quand il dispose du pouvoir, de la respectabilité et de l'impunité? La réponse, hélas, dépasse souvent les limites de notre imagination.